Et bonjour à tous, comme tous les dimanches à 18h, je vous sors les meilleurs moments qu'il y a pu avoir à l'Assemblée nationale cette semaine. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Pour tous les autres, installez-vous confortablement. On est parti. La protection de l'enfance est un pilier fondamental de notre pacte républicain. Pourtant, le rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques en protection de l'enfance que j'ai présenté hier dresse un constat accablant. L'État a failli à protéger les plus vulnérables, les enfants. Failli à tirer les leçons de très nombreux rapports depuis 2022 qui prennent la poussière sans une réelle prise de conscience de l'ampleur de la crise systémique pour les enfants en danger qu'elle est censée protéger. Le rapport dresse le constat accablant d'une action publique profondément et structurellement dysfonctionnelle et de l'impensé d'une politique globale de l'enfance en France. Ce rapport a été construit avec une seule exigence, celle que nous soyons tous à hauteur d'enfants. Nous avons aujourd'hui des enfants placés dans des conditions indignes, des familles d'accueil en sous-effectif et mal soutenues, des pouponnières en sureffectif, où nous voyons revenir aujourd'hui, 50 ans après, le syndrome de l'hospitalisme chez les bébés en France et des professionnels en grande détresse. À cela s'ajoute la plus grave crise de l'attractivité des métiers du lien, pourtant si essentiels à notre cohésion sociale. Madame la ministre, la présentation de ce rapport a été suivie par de très nombreux partenaires. L'Association des départements de France, la CNAP, l'UNIOS et un ensemble de déclarations se sont faites plutôt positives. Vouloir contribuer à l'effort national aux côtés de l'État pour engager les réformes structurelles d'amélioration de cette politique publique. Nous appelons à une mobilisation de tous les acteurs pour une réforme d'ampleur visant à recentrer la politique de protection de l'enfance sur les besoins fondamentaux en Hexagone, en Outre-mer. Nous avions la possibilité de le faire. En attendant, Madame la Ministre, il nous faut ce plan d'urgence pour la protection de l'enfance avec un calendrier, un budget, un comité de pilotage pour que plus aucun enfant ne soit laissé sans soutien, sans protection et sans avenir. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'économie. Alors que les marchés européens traversent une crise sans précédent en raison des droits de douane imposés par l'administration Trump, de nombreux secteurs stratégiques subissent des répercussions dramatiques. La situation est catastrophique pour la filière viticole française, fleuron de notre patrimoine national. Les exportations de vin français vers les États-Unis ont chuté de plus de 40% en un an et les droits de douane supplémentaires de 20% imposés par Washington devraient entraîner une perte colossale de plusieurs centaines de millions d'euros pour nos viticulteurs. Cette situation, déjà exacerbée par l'inflation et les aléas climatiques, place la filière viticole dans une situation inquiétante. Des milliers d'exploitations viticoles sont menacées. Nous devons agir maintenant face à cette agression commerciale. La Commission européenne a évoqué des mesures, mais à ce jour, aucune réponse n'a été mise en place pour défendre notre filière viticole. Alors que les États-Unis continuent de défendre sans relâche leurs intérêts, l'Europe semble rester passive. Nous aspirons à une Europe forte, capable de défendre les intérêts et protéger les filières stratégiques de l'ensemble de nos pays. Comment justifier que d'un côté, nous imposions des taxes sévères à nos exploitations agricoles, nos entreprises et nos artisans, et que de l'autre côté, nous restions incapables d'imposer aux États-Unis de payer leur juste prix ? Ça suffit. Avec la droite républicaine autour de Laurent Wauquiez, nous exigeons une préférence économique européenne pour protéger nos vignerons et garantir un avenir commercial solide pour la filière viticole. Monsieur le ministre, l'agriculture française en général ne doit pas être l'angle mort de la riposte européenne. Il est essentiel que l'Union européenne prenne des mesures très rapidement. La France plaide-t-elle pour une réponse claire, ferme et coordonnée au sein de l'Union européenne? Et enfin, quelles mesures concrètes le gouvernement mettra-t-il en place pour protéger la filière viticole et plus globalement l'agriculture face à cette agression commerciale? Ma question s'adresse au ministre de l'économie, monsieur Éric Lombard. Elle aurait pu l'être aussi à la ministre de la Transition écologique, madame Agnès Pannier-Runacher. Elle concerne les graves conséquences de l'appel d'offres logistique d'écosystèmes qui condamne 1000 emplois et menace le réseau en vie. De quoi parle-t-on? Des obligations faites aux metteurs en marché d'une meilleure gestion de leurs déchets pour permettre le plus possible le réemploi ou le recyclage. Organisés en éco-organismes selon le modèle pollueur-payeur, ils passent des marchés pour désigner les opérateurs qui assurent ces missions.
Le réseau Envie, regroupant 53 entreprises d'insertion et 3800 salariés, est attributaire d'un tiers de ces marchés logistiques. Or, l'éco-organisme Écosystème aurait décidé l'attribution d'au moins la moitié des marchés à un autre opérateur privé lucratif qui conduirait à la fermeture des structures logistiques d'Envie à Rennes, Nantes, Angers, Niort, Bordeaux, Mulhouse et 50% du réseau dans le nord de la France. Cette décision ne peut être motivée que par la priorisation d'un critère coût faisant fi des missions d'insertion et des obligations environnementales consubstantielles à la responsabilité élargie du producteur telle que définie par la loi. Si cette décision était confirmée, ce sont donc 1000 emplois qui disparaîtront, dont des centaines concernant des personnes en parcours d'inclusion. De même, il en sera terminé des collectes préservantes qui assurent une possibilité de réemploi précieuse aux ambitions de la loi AGEC dans le contexte de reniement sur les lois climat, résilience et Egalim. Enfin, cette décision conduirait à la disparition d'un savoir-faire industriel reconnu, au point que de nombreuses collectivités locales s'appuient sur ce dernier pour leur politique de transition. Aussi, pouvez-vous vous engager à intervenir pour qu'Écosystème retourne à la discussion et que les emplois et vos politiques écologiques soient préservés? Éric Lombard, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le ministre, depuis ce matin, les droits de douane imposés par les États-Unis sont entrés en vigueur, provoquant de nouvelles secousses sur les marchés internationaux comme la Bourse de Paris qui a ouvert en baisse à moins 2,78%. La mise en œuvre de droits supplémentaires sur les produits européens faisant craindre un risque inflationniste s'est également accompagnée d'une mesure exorbitante de plus 104% sur les produits chinois, faisant peser non seulement un risque d'escalade, mais également un fort risque déflationniste du fait du repli sur nos marchés des produits européens et asiatiques. Les observateurs économiques et organisations professionnelles telles le MEDEF craignent à présent une phase de récession. Le Premier ministre anticipe d'ailleurs une baisse de 0,5 point de PIB par rapport aux prévisions de croissance prévues pour 2025. Après la réunion du Conseil national de l'industrie hier, vous recevez cet après-midi les représentants des milieux économiques. Certains appellent à, je cite, « doper notre économie en réduisant drastiquement nos dépenses publiques à défaut de pouvoir envisager un plan de soutien massif à l'économie ». Nous attendons par ailleurs les contre-mesures commerciales de l'Union européenne portant sur un large éventail de produits américains. Alors que les États-Unis annoncent déjà préparer d'autres mesures d'augmentation des droits de douane, notamment sur les produits pharmaceutiques, il nous faut bien évidemment répondre de manière ciblée et proportionnée en évitant d'affaiblir certaines filières, mais aussi en ne négligeant pas les services, secteur volontairement épargné par le moment par le président Trump. Pouvez-vous nous indiquer à date, Monsieur le ministre, quelles sont les pistes de réponse qui sont privilégiées par l'Union européenne ? Au niveau national, envisagez-vous de convoquer une conférence économique et sociale, comme demandé par plusieurs organisations syndicales, puis de revenir vers nous, la représentation nationale, pour mettre en discussion des solutions visant à donner à notre économie des marges de manœuvre? Si, dans un langage que je qualifierais de fleuri, le président Trump rappelle qu'il sait ce qu'il fait, il ne fait plus de doute aujourd'hui, comme le dit l'économiste Éric Dor, qu'il a entamé une véritable opération d'asservissement de ses partenaires, allant même jusqu'à s'ingérer dans nos relations interentreprises. Notre pays, Monsieur le ministre, fidèle à ses valeurs, doit plus que jamais défendre une idée de la France et de l'Europe. Merci. À Monsieur Wauquiez, les territoires d'outre-mer méritent votre respect. Monsieur le Premier ministre, depuis maintenant près de 2 ans, le parti politique indépendantiste qui gouverne la Polynésie française réaffirme avec la plus grande ferveur son projet d'indépendance et ses actions se multiplient. Création d'une commission de décolonisation au sein de l'Assemblée de Polynésie française, exigence de l'ouverture d'un dialogue de décolonisation avec le président de la République et présentation récente d'un projet de constitution pour une prétendue République fédérale de Maui. Cet activisme politique soulève les plus vives inquiétudes d'une grande partie de la population. Le discours contre l'État se radicalise. Les voyages de certains élus et cadres du parti se banalisent vers des pays faisant de la décolonisation un fonds de commerce. Depuis son élection, le parti indépendantiste revendique publiquement son rapprochement avec l'Azerbaïdjan ainsi que le régime de Bakou. Le président de la Polynésie française, jusqu'alors ambigu sur ce sujet, s'affirme aujourd'hui, tout comme il reconnaît ce projet de constitution comme un nouvel outil de travail. Il est nécessaire de rappeler que le sujet de l'indépendance fut occulté par les indépendantistes durant la campagne de 2023, en affirmant eux-mêmes que le vote des territoriales ne concernait aucunement le choix de l'indépendance ou de l'autonomie. Il est encore plus important de
rappeler que ces élections ont montré que la majorité des Polynésiens étaient autonomistes et que par le fait de l'hyperprime majoritaire instaurée, le Tavini, bien que minoritaire, soit aujourd'hui aux commandes de la Polynésie, se trouve libre et légitime et refuse toute consultation populaire sur l'indépendance. Dans ce contexte, je souhaiterais connaître la position de l'État par rapport à ces actions pour engager un processus de séparation de la Polynésie de la République, y compris en faisant appel au soutien d'États clairement hostiles à la démocratie comme à la France, alors que la majorité des Polynésiens restent attachés à la France. Je vous remercie. Merci. L'annonce du président Trump d'appliquer de nouveaux droits de douane sur une large gamme de produits européens marque un tournant brutal dans les relations commerciales transatlantiques. Cette décision unilatérale vise des secteurs d'excellence français, l'agroalimentaire, les vins et les spiritueux, les cosmétiques, le luxe, l'aéronautique et encore bien d'autres. Autant de filières qui soutiennent des dizaines de milliers d'emplois dans nos territoires, auxquels s'ajoutent ceux des sous-traitants comme le décolletage en Haute-Savoie. Le gouvernement a évoqué un impact économique potentiel équivalent à 0,5% du PIB. Ce n'est pas anecdotique, c'est un choc massif qui pèsera sur notre croissance, sur l'emploi et sur les recettes publiques. Cela représente des milliards d'euros de richesses perdues, des recettes fiscales amoindries, des marges d'investissement public réduites. Ce choc inattendu au moment de la construction du budget 2025 bouleverse les paramètres sur lesquels repose notre trajectoire budgétaire. Monsieur le ministre, vous avez fixé un cap clair, ramener le déficit à 5,4% du PIB cette année. C'est un objectif indispensable. Il en va de la crédibilité de la France, de notre capacité à maîtriser la dette et à retrouver des marges de manœuvre pour l'avenir. Face à une telle atteinte à nos équilibres économiques, il serait irresponsable de rester les bras croisés. Nous avons besoin pour cette année, comme pour les prochaines, d'un budget réaliste, d'un pilotage agile et réactif qui intègre ce choc commercial sans renoncer à l'exigence de la bonne gestion. Ainsi, Monsieur le Ministre, le gouvernement entend-il tirer toutes les conséquences de cette offensive commerciale et adapter la trajectoire de nos finances publiques dès 2025 pour rester fidèles à nos engagements budgétaires? La question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, la Charte sociale européenne est un traité du Conseil de l'Europe qui garantit les droits économiques, sociaux et culturels. Or, la France, depuis 1961, n'a pas appliqué la Charte aux territoires dits d'outre-mer. Toutefois, le ministre délégué à la francophonie vient d'indiquer au Sénat que le gouvernement s'engageait à étendre la Charte sociale européenne aux 10 outre-mer, mais ce sans préciser de date. Cette annonce intervient une semaine après le rejet judiciaire d'un recours porté par des associations antillaises devant le Comité européen des droits sociaux. Le flou demeure et fait perdurer un véritable vide juridique insupportable. Nous ne pouvons que dénoncer, après plus de 60 années de rupture d'égalité inacceptable, cette différence de traitement entre les populations selon qu'elles résident en France dite hexagonale ou dans les autres territoires. Cette situation est d'autant plus inacceptable que l'effectivité des droits économiques et sociaux dans les territoires dits ultramarins ne cesse de se dégrader. En effet, le taux de mortalité infantile est par exemple de 8,9% à Mayotte, 8,1% en Guadeloupe contre 3,7% au niveau de la France dite métropolitaine. Alors qu'en France dite hexagonale, 56% des eaux douces sont de bonne qualité, seuls 12% le sont en Guyane, 23% en Guadeloupe et 42% en Martinique. Alors que plus de 90% des Martiniquais et des Guadeloupéens sont contaminés par le chlordécone, il importe donc, Monsieur le ministre, de répondre à cette question. À quand la date de l'application de la Charte sociale européenne aux territoires dits d'outre-mer? Il est vrai que des engagements de principe ont été pris hier devant le Sénat, mais nous demandons un calendrier précis de cette mise en application effective pour ne pas aller chercher après l'Azerbaïdjan afin d'expliquer les expressions de notre colère légitime. Merci. D'abord, permettez-moi de vous faire part de mon effarement. J'ai été bloqué à l'entrée de cet hémicycle, comme de nombreux autres collègues.
Il me semble que l'Assemblée nationale devrait être protégée de ce genre d'événements. En tout cas, ce n'est pas l'idée que je me fais de la démocratie. Ma question s'adresse au ministre de l'économie. Monsieur le ministre, depuis hier, nous savons que vous savez. Nous savons que vous savez que l'augmentation des droits de douane décidée par l'administration Trump est un frein pour l'économie. Autrement dit, nous savons que vous savez que les impôts sont nuisibles à l'économie. Alors que vous êtes ministre depuis 4 mois, que la dette publique s'est alourdie de plus de 50 milliards d'euros sur cette période, que la croissance a été revue à la baisse 2 fois, qu'avez-vous fait pour faire baisser les dépenses publiques qui sont les plus élevées du monde devant les enfers d'extrême gauche comme la Corée du Nord ou le Venezuela? Qu'avez-vous fait pour faire baisser les prélèvements obligatoires qui sont les plus élevés du monde? Quand allez-vous cesser de céder au chantage de l'extrême gauche pour assumer que oui, le niveau de prélèvement obligatoire en France est spoliatoire pour les travailleurs français? Merci, monsieur le député. La parole est à Amélie de Montchalin, ministre en charge des comptes publics. Merci madame la présidente. Monsieur le député, quand nous sommes arrivés avec ce gouvernement, avec François Bayrou, avec Éric Lombard, nous avons pris un engagement. Pas de hausse d'impôts pour les classes moyennes et classes populaires. La campagne d'impôt sur le revenu commence demain. Il n'y a pas de hausse d'impôts pour les classes moyennes et les classes populaires. Vous nous demandez ce qu'on a fait sur la dépense publique. Nous avons porté le plus grand effort depuis 25 ans sur la réduction des dépenses de fonctionnement de l'État. Ce matin encore, j'annonçais que parce que la croissance diminue, j'annonçais que parce que nous devons tenir nos ancres, nous allons réduire de nouveau de 5 milliards nos dépenses publiques. Donc, monsieur le député, nous agissons. Merci madame la ministre. Monsieur le député. Merci pour votre réponse très insatisfaisante. Néanmoins, sachez qu'hier soir, Éric Ciotti, accompagné par Pierre Gattaz, Amir Reza, Olivier Babot et tant d'autres, ont déroulé un plan de réforme de la fiscalité que nous tenons à votre disposition. Ce plan est très simple, une baisse des dépenses de 220 milliards d'euros, ce qui permet de faire disparaître le déficit et qui permet de rendre aux actifs français 150 milliards d'euros. Je me tiens à votre entière disposition, madame la ministre, pour vous détailler ce plan qui nous permettrait juste d'être dans la moyenne européenne en gardant en tête qu'à chaque fois qu'un euro d'argent public est gaspillé, c'est Nicolas qui paye. Merci. La question s'adresse au ministre de la Santé et de l'accès aux soins. Monsieur le ministre, la mortalité infantile explose partout en France, mais surtout dans les zones rurales où les femmes sont trop loin des maternités. Alors que la France était dans le top 3 européen au siècle dernier, nous sommes aujourd'hui 23e sur 27. Cette situation alarmante n'est qu'un aspect de l'état dramatique de la santé des territoires ruraux. Dans l'Yonne, la situation est critique. En 2023, le nombre moyen de patients par médecin y était de 1168, contre 113 à Paris et 297 en moyenne pour la France entière. Et c'est l'Ordre des médecins qui le dit. Et ce n'est pas la loi Garot qui va rien y changer. Elle va favoriser surtout l'essor des secteurs 3 non conventionnés dans les zones déjà mieux dotées. L'Yonne fait partie des départements où le délai pour avoir un rendez-vous médical est le plus long de France et donc le délai de mortalité des plus de 65 ans est en 2022 de 48,4 pour 1000 contre une moyenne autour de 39 pour 1000 au niveau national. Presque 10 points de plus. Les Iconais doivent parcourir plusieurs dizaines de kilomètres pour consulter un médecin après plusieurs mois d'attente. C'est dramatique. Et vous acceptez que soient recalés des internes à 0,2 points près, alors qu'ils sortent de 10 ans d'études particulièrement exigeantes, tout ça pour avoir les meilleurs médecins du monde, mais que nos concitoyens des territoires ruraux ne peuvent pas consulter. Monsieur le ministre, vous êtes le ministre de la Santé et de l'accès aux soins. Alors quand allez-vous enfin imposer à votre administration des critères fondés sur la réalité du terrain ? Plutôt que de laisser les médecins décider eux-mêmes du nombre de nouveaux praticiens, pourquoi ne pas instaurer un numerus minimus, un seuil minimal de nouveaux médecins à former chaque année pour que chaque Français puisse enfin avoir accès à un médecin. De la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Un nouveau permis exclusif de recherche de sable marin au large des îles Dieu et Noirmoutier refait surface. Je dis cela parce qu'un tel projet m'avait déjà mobilisé en 2018 et avait été suspendu par le gouvernement de l'époque. Je réaffirme ici mon opposition. Opposition qui dépasse la seule dimension écologique pour incarner un principe fondamental, celui de l'impératif de non-recul sur les enjeux environnementaux. Un tel projet serait non seulement contraire aux engagements de la France en matière de protection des habitats marins et de la biodiversité, mais il constituerait une menace directe pour l'équilibre de nos écosystèmes. Il fragiliserait nos pêcheurs et toute la chaîne de valeur liée à la mer, célébrée en cette année 2025 avec l'accueil en juin prochain de la 3e conférence des Nations Unies sur les océans. Je veux aussi rappeler les impacts destructeurs de tels projets sur notre trait de côte et leur rejet par les populations locales. Je veux rappeler les mesures utiles, Madame la Ministre, et nécessaires du volet protection littorale que vous avez présenté le 10 mars dernier dans le cadre du 3e plan national d'adaptation au changement climatique. En disant cela, Madame la Ministre, je ne sous-estime pas les enjeux économiques liés à la filière de la construction, et ce, dans un contexte d'instabilité croissante et un besoin en logement toujours plus pressant sur les zones côtières. Cependant, cela ne doit nous détourner ni des impératifs environnementaux, ni de la préservation de nos littoraux. C'est pourquoi l'avenir réside dans une filière de recyclage performante, dans l'innovation et la recherche, comme pour le ciment bas carbone inventé en Vendée. Parce que la question est celle de notre avenir commun. Madame la Ministre, allez-vous mettre un terme à ces projets aberrants? Allons-nous enfin investir dans une véritable filière de réutilisation des matériaux et dans des alternatives durables qui permettront à la fois la pérennité du secteur de la construction et la préservation de nos écosystèmes marins? Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre de la Transition écologique, dans un rapport du 25 mars, l'Académie des sciences alerte sur la contamination généralisée du vivant au PFAS, polluants persistants. Les gouvernements, depuis 2018, ont été associés aux décisions européennes à propos des PFAS en vue de fixer les niveaux de protection de nos concitoyens par la directive eau potable de 2020. Bien que le danger sanitaire fût établi par la communauté scientifique, vous avez accepté que seulement 20 molécules soient contrôlées sur les 14 000 répertoriées. Pourquoi, Madame la Ministre? En 2022, j'ai demandé au gouvernement que puisse se tenir un débat ici même sur la transposition de cette directive. En 2023, le sujet arrive enfin en commission des affaires européennes à l'initiative des écologistes et des insoumis. Nous avons eu beaucoup de mal à interdire trop peu de molécules alors que l'enjeu est de taille pour mettre fin à une épidémie. Cancer du sein, cancer des testicules, cancer du rein. Que faites-vous pour interdire les PFAS dans les cultures destinées à l'alimentation? Rien. Dans les ustensiles de cuisine? Rien. Que faites-vous pour aider les collectivités pour financer la dépollution? Rien. Que faites-vous pour détruire les PFAS à la température nécessaire dans nos déchets ménagers? Pour détruire les PFAS dans les boues d'épuration, dans les charbons actifs, dans les macérats de la potabilisation? Absolument rien. Pire, depuis 2018, alors que vous saviez, nous n'avons toujours pas de filière pour régénérer les charbons actifs. Le principe pollueur-payeur ne s'applique toujours pas. Vous obligez les usagers domestiques de l'eau à payer la dépollution alors qu'elle provient à 90% des usages professionnels. Enfin, quand allez-vous activer la clause 129 du règlement européen REACH qui permettrait de protéger le peuple de France en interdisant les PFAS sans tarder? Alors que la crise des PFAS est au XXIe siècle, ce que l'amiante était au XXe siècle, que faites-vous? Sacrifiez-vous la santé environnementale des générations actuelles et futures? Je vous remercie. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher.